Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités. Nous débattrons tout à l'heure des principales unes parues en ce 30e jour du mois d'octobre de l'année 2018 et nous démarrons avec la Nouvelle Expression ce matin qui s'intéresse à l'ENAM et à ce concours au cœur de nombreuses polémiques. Une fois encore, le journal La Nouvelle Expression qui parle de parrainage et de récompenses politiques. Un autre scandale qui vient de secouer cette grande école avec la publication des derniers résultats, qui pour de nombreux admis sont tout simplement le fait donc de ces parrainages ou alors des récompenses politiques à l'orée de la présidentielle 2018. Donc on pense de ce côté-là, eh bien que de nombreuses personnes admises, ceux qui sont tout simplement des fils des pontes du régime, l'ont été en guise de récompense politique ou alors l'ont été parce que parrainés par certains apparatchiks du régime, une situation qui jette du discrédit sur les résultats de cette grande école, mais surtout qui pérennise tout simplement les réclamations et les polémiques après chaque publication des listes d'admis dans cette prestigieuse école. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi des enjeux de la session de novembre au niveau du Parlement et les deux chambres qui feront leur entrée du mois de novembre, vendredi prochain, avec en toile de fond la prestation de serment du président de la République élu et la crise anglophone, entre autres, donc au menu de cette dernière session de cette session du mois de novembre, donc du Parlement présidentiel 2018. Aussi dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, l'Église catholique qui est tout simplement dans la boue, Samuel Cléda et Jean Barga qui bagarrent autour des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, alors que Samuel Cléda Gandhi, plusieurs milliards de francs CFA qui avaient été collectés dans le cadre de ce plan d'urgence humanitaire. Et aujourd'hui, aucune indication n'est donnée sur la destination prise par cet argent collecté. Un argent qui visait donc à venir en aide aux populations sinistrées des régions anglophones. Et on reste sur les zones anglophones à la page 8 de la Nouvelle Expression et les Nations Unies qui sont préoccupées par la situation des personnes de ce côté-là. L'ONU qui a décidé de se déployer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et aussi ces 15 militants du MRC gardés à vue, mais aussi qui parlent du cas d'une jeune pour obtenir la libération de ces personnes interpellées. Ambiance post-électorale à lire à la page 5 du journal Le Messager. Que cache l'ultra-militarisation de Yaoundé? C'est une interrogation en petite une. Questionnement autour du dispositif sécuritaire particulier déployé dans la capitale donc depuis cette période post-électorale. Et puis après sa victoire, Paul Biya qui prépare sa prestation de serment. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué une session de l'Assemblée ordinaire pour le 2 novembre, autant pour moi, 2018, une session au cours de laquelle donc le président de la République, nouvellement élu, prêtera serment et des spéculations qui sont faites sur la date de cette prestation de serment, alors que certains penchent pour la date du 3 novembre, comme c'était déjà le cas après sa réélection de 2011. D'autres penchent pour la date symbolique du 6 novembre. L'on attend donc confirmation tel que nous le dit le journal Le Messager. On peut à lire aux pages 8 et 9 de la publication de Mutation ce matin. Mutation qui parle aussi du code électoral délicat mais du Conseil constitutionnel et surtout insiste sur la réforme, l'urgence des réformes. À lire donc dans camerounaise de football dans ses colonnes ce matin. Cameroun Tribune parle de la période post et de la période électorale et des Camerounais qui affichent leur maturité alors que le peuple attend la prestation de serment du président élu. L'on reconnaît aux populations leur sens élevé d'écoute et de tolérance lors des joutes qui ont ponctué les différentes étapes du processus. Raison de plus pour que leur choix librement exprimé soit respecté par tous. Le journal Cameroun Tribune qui propose ce matin un focus dans ses colonnes et cette autre interrogation, jusqu'où ne pas aller? Manifestation illégale du MRC après la profanation de la cathédrale Notre-Dame des Victoires dimanche à Yaoundé et la marche illégale organisée à Douala, nous dit
Cameroun Tribune, la classe politique et les citoyens condamnent cette autre provocation du MRC qui cherche visiblement à créer un incident, pense Cameroun Tribune dans ses colonnes ce matin. Le journal L'Équation reste sur la présidentielle 2018 et propose l'autopsie de la débâcle du RDPC dans le littoral. Avec 35,75%, le RDPC a mordu la poussière devant l'opposition. Autopsie d'une défaite qui puise ses sources dans les batailles stériles de leadership, la stigmatisation et le lynchage des personnalités ressources et la brimade d'une jeunesse qui voudrait tout simplement s'affirmer. C'est-à-dire dans les colonnes du journal L'Équation. Kalara s'intéresse à l'élection à l'ordre des avocats et Maître Nyekamga qui dresse le bilan de son mandat. Devenir avocat au Cameroun devra se mériter. Le bâtonnier n'est ni un bousculeur ni un activiste. L'unité du barreau a été préservée grâce à la lucidité et à la maturité des confrères. La situation des avocats est loin d'être reluisante. Voilà quelques faits relevés donc par Maître Nyekamga qui dresse son bilan dans les colonnes de Kalara ce matin. Toujours dans les colonnes de Kalara, affaire Matoutou Mouna, Maître Akere Mouna, Maître Fotso Chebou Faustine tente de corrompre le directeur de publication de Kalara. Menaces, chantage, trafic d'influence, proposition indécente. L'avocate a tout tenté pour obtenir le silence du journal sur ces déclarations controversées. Déclarations qu'avait d'ailleurs repris dans ses colonnes le journal Kalara et qui revenait sur ce conflit entre Akere Mouna et Amatoutou Mouna. Le soir, Tri-Hebdo parle de la situation, parle donc de Babadan Poulo prêt à rembourser l'investissement des Vietnamiens. Il ne peut pas travailler avec un État dont les moyens sont illimités au vu de la volonté de ces Vietnamiens de le chasser de la société. Il est disposé à faire tourner l'entreprise pour le développement du Cameroun, à lire dans les colonnes donc de ce journal et qui nous permet, on va terminer avec le quotidien de l'économie qui parle de l'indice Mo Ibrahim en économie justement et la détérioration accélérée de la gouvernance au Cameroun, même si le pays passe de la 37e place sur la période 2018-2017 à la 36e position. Son rang sur 54 États n'enlève rien sur les réformes à enclencher pour améliorer la gouvernance dans notre pays. Voilà qui nous permet donc de retrouver nos invités sur ce plateau. Caminele, bonjour. Bonjour Eric Martial. Bon mardi à vous. Bonjour Eric Martial Diomo, bonjour et bon mardi aussi. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour à Donald Brice. Voilà. De leur mérite. Bon, les révélations faites depuis des années ont même poussé un candidat à l'élection présidentielle à placer la fermeture de l'ENAM à la tête en priorité dans son programme de société. Non, pour être plus sérieux, voilà une affaire qui vient d'exploser dans les réseaux sociaux. C'est un blogueur qui a fait exploser l'affaire en parlant d'informations bien précises, puisées à bonne source, qui lui auraient été données, selon lesquelles les listes relatives au dernier concours ont été, bien entendu, sérieusement culbutées avec des gens qui ont été promus, pas parce qu'ils étaient particulièrement méritants, mais tout simplement parce qu'ils étaient certainement les fils à papa, ou alors parce qu'ils ont fait preuve, leur père ou eux-mêmes ont fait preuve de loyauté vis-à-vis du chef de l'État. C'est un scandale de plus, c'est un scandale de trop, s'il est avéré, mais toujours est-il que il faudrait bien que cet énorme qui ne traîne que les casseroles depuis des années, il faudrait bien qu'on s'en occupe vraiment maintenant et qu'on arrête cela. Voilà, Donald Brice sur le sujet, parrainage, récompense politique, éternel recommencement. Alina. Oui, on est un peu habitué à Eric Martial. Vous savez que il y a eu un scandale pareil il y a quelques mois et qui a valu le départ de l'ancien ministre, on l'imaginait, l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui est la tutelle de Michel Anjangui, effectivement. Vous voyez très bien que l'enquête menée par le journal La Nouvelle Expression ce matin indique que les personnalités dont les enfants ont été admis en section administration générale, cycle A de l'ENAM, il y a quelque temps, sont des personnalités qui sont haut placées au sein du sérail et qui ont été récompensées, entre guillemets, en fonction de leur
de leur enthousiasme, des résultats qu'ils ont pu apporter lors de la campagne électorale, parce que les résultats du concours d'entrée à l'ENAM ont été publiés après les résultats de la campagne. Donc, le prince a tenu compte de l'apport, de la contribution personnelle. Il va tenir compte le moment venu. De chacune de ces personnalités-là pour compenser les fils, les oncles, les tantes, les cousins qui ont été admis à l'ENAM. C'est tout simplement regrettable. Ça montre très bien que au-delà du changement des personnes, c'est bien le système qui fait problème. Donc, tout à l'heure sur le programme de Joshua aussi, c'était pas une priorité, c'était l'une des réformes institutionnelles qu'il avait souhaité engager. Évidemment, ça nous amène à questionner la pertinence de l'existence de l'ENAM. Peut-être pas dans sa forme actuelle, il faut repenser cette école et faire en sorte que ça nous produise les administrateurs et les experts qu'on mérite. De haut vol. Allez. Oui, mais Eric Martial-Diomon, c'est vrai que il y a eu des dénonciations depuis très très longtemps de fils à papa qui auraient été admis. Mais comment comprendre que ça ne change pas quand oui, mais non, chaque fois... Non, mais je voudrais ajouter une chose. Ce n'est pas aussi parce qu'on est fils à papa qu'on ne peut pas être intelligent. Exact. Il ne faudrait pas penser que tous les fils à papa qui ont été admis ne l'ont certainement pas mérité. Parce qu'il faudra aller voir les épreuves pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on accuse des dames. Et même à l'épreuve même de leur performance, de la performance de certains candidats admis par la suite, on voit très très bien qu'ils n'avaient pas le niveau, mais cela ne veut pas dire, parce qu'il ne faudrait pas croire que parce qu'on s'appelle, on est le fils de X, de tel ministre, et on a réussi au concours de l'ENAM, c'est forcément parce que papa va être récompensé, ou bien parce qu'on porte le patronyme de papa, mais toujours est-il que le problème reste toujours entier à la base. Il y a toujours cette suspicion comment est-ce qu'on appelle, de concussion, qui fait que beaucoup de fils de haut cadre de l'État passent à l'ENAM parce que dans le dessein avoué de prendre la place de leur père demain après-demain. Mais moi, je voudrais que les journalistes sachent aussi que ce n'est pas parce qu'on est un fils à papa qu'on ne peut pas passer le concours à l'ENAM. Vous nuancez assez bien, mais toujours est-il que de façon répétitive, finalement, on se demande, pour ce qui est de ces grandes écoles, peut-être allant au-delà de l'ENAM, à quand un concours qui ne sera pas entaché d'irrégularité ou de polémique à la publication des résultats? Eh bien, lorsqu'on aura des dirigeants crédibles, s'il faut vous répondre ainsi, lorsqu'on aura des dirigeants qui ont le sens du mérite, de la compétence en priorité dans leur système de gouvernance. Je voudrais très vite reconforter Camille dans ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'appelle... je dis n'importe quoi, Femme Dongo ou bien Joseph Betty Assomo, qu'on ne peut pas passer le concours à l'ENAM, loin de moi de le dire. Mais seulement, vous voyez très bien qu'au contact de la réalité, on est bien tenté de dire que lorsqu'on a un certain type de patronyme, on a plus de chances d'entrer à l'ENAM que lorsqu'on a un nom de paysan ou un nom qui n'a rien à voir avec les cercles de pouvoir. De toutes les façons, les enquêtes journalistiques qui sont menées et publiées au quotidien dans la presse camerounaise montrent très bien que pour entrer à l'ENAM, il faut soit dépenser beaucoup d'argent, soit être fils ou fille de X ou de Y. Alors, on aborde un autre sujet à présent, un sujet qui fait la une de deux journaux. Le Messager, Le Jour, qui parle de ces militants du MRC interpellés par la police. On parle d'inquiétude dans les rangs du journal Le Jour. On parle d'abus dans les rangs du journal Le Messager. Je démarre ce sujet avec vous, Donald Brice Kamgan. 18 militants d'un côté, 15 militants de l'autre. Voilà. Gardés à vue, abus, inquiétude finalement pour ces derniers qui n'ont quasiment accès à rien si l'on s'en tient aux articles développés par les deux journaux. Oui, ce sont des militants qui ont été arrêtés dimanche à la cathédrale Notre-Dame des Victoires en centre-ville de Yaoundé lors de la campagne qui est menée par le MRC intitulée Stop au hold-up électoral. Ils sont gardés d'après les informations qui sont publiées par la presse ce matin à la division régionale de la police judiciaire du centre. Les visites leur seraient interdites. C'est une violation fondamentale et basique des droits de ces personnes-là. Lorsqu'on est gardé à vue, on a droit aux visites, on a droit
à recevoir et à discuter avec ses Donc proches. on estime qu'ils n'ont même pas accès à leurs avocats. Voilà, ce sont ne revenons pas peut-être sur les motifs qui ont conduit à leur interpellation, sur le simple fait qu'il leur soit interdit d'avoir accès à leurs proches, c'est une violation fondamentale de leurs droits et qui devrait être rapidement corrigée. Abus, inquiétude, semble dire les journaux ce matin, Camille. Il faut d'abord revenir sur les faits qui les ont conduits là. De manifester, mais dès lors que le sous-préfet, qui a la latitude justement d'interdire une marche, quand lui il estime qu'elle porte atteinte à l'ordre public, à ce moment il se place en position d'illégalité. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, s'ils ont été arrêtés, c'est parce qu'il faut tenir compte de l'avertissement lancé par le ministre de l'administration territoriale deux jours plus tôt, pour dire que toute personne... Un des journaux fait un parallèle avec la situation de Douala, où les mêmes faits ont été enregistrés, il y a eu des interpellations, il y a une certaine pression et des libérations tout de suite ou quelques heures après. Je ne sais pas s'il y a une pression. Je ne sais pas s'il y a une pression parce que de sources bien informées, j'ai rencontré l'une des hautes personnalités de cette région qui a estimé que les retenir pendant une demi-journée, mais il est relaxé. On vous dira que... On parle de ce parallèle. On vous dira qu'ils n'ont pas été molestés, ils n'ont pas été tabassés. On les a amenés, on les a gardés, on les a entendus sur procès verbal et on les a relaxés. Parce que ces personnels ont compris qu'il ne servira à rien de créer une situation qui allait justement enfler, comme celle-ci est en train d'enfler. Vous comprenez? Mais toujours est-il qu'il faut s'attendre à ce que quand on viole la loi, à ce niveau-là, on peut être passible de... Et là, on peut évoquer aussi là les conséquences de ces interdictions à outrance de manifestations dans le pays. C'est des interdictions même qui peuvent se comprendre. Dans la mesure où... Écoutez, Éric Martial, je ne sais pas, de toute façon, c'est pas que je ne sais pas, je sais que vous lisez les réseaux sociaux, vous voyez les discours de haine qui sont conjugués au quotidien. C'est-à-dire qu'on sent une sorte de montée progressive de la haine pour certains qui sont pour un candidat, pour certains qui sont contre ce candidat. On insulte ce candidat, c'est-à-dire on le traite de tous les noms. Et c'est pas seulement lui, c'est toute sa tribu. Tandis que les autres aussi insultent les tribus des autres et insultent. C'est-à-dire que ça devient une histoire où maintenant, quand on va manifester, on peut aller manifester de bonne foi. Mais seulement ces jeunes qui sont allés manifester en disant que non au hold-up, ils répondaient à un mot d'ordre en faveur du candidat qui leur avait dit, qui ne leur avait pas dit lui-même. Mais le mot d'ordre était dans sa faveur. Que, écoutez, allez manifester. Mais manifester comment? On savait très bien. Parce que eux, en descendant, ils savaient le risque qu'ils couraient. Ils savaient qu'ils couraient le risque d'être interpellés, d'être arrêtés et peut-être même d'être emprisonnés. Parce que le préfet a la latitude de prendre des mesures administratives. Donc, je dis c'est malheureux pour ces jeunes qui passent déjà un week-end, qui ont passé un week-end déjà en cellule. Ce n'est pas intéressant du tout. Mais moi, je pense que les jeunes devraient comprendre qu'il y a la loi, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il est inutile d'aller violer tout simplement parce qu'on est en train de faire un modèle. Donald Brice, le parallèle, Douala Yaoundé, Douala interpellation, on avait parlé d'une quarantaine, d'une cinquantaine et libération, Yaoundé interpellation, on veut se montrer beaucoup plus dur de ce côté-là. Oui, je voudrais d'abord revenir sur ce que Camille dit. Même lorsqu'on est terroriste, la loi prévoit qu'on puisse accéder à un avocat, qu'on puisse recevoir les visites de ses proches. Il faut que ce soit clair. Donc, sur ce plan-là, il est constant que la violation des droits de l'homme reste un fait constaté dans le cas échéant. Deuxième chose, tenons compte du contexte. Nous sommes dans un contexte où il y a une loi qui a tous les reproches qu'on peut lui faire, mais qui n'est déjà pas respectée. Vous savez que, ou alors qui est interprétée en fonction du bord ou de la personnalité ou du système qu'on veut défendre. Vous savez que la loi de 90 sur les manifestations publiques, que là, l'administration n'est pas neutre et que elle est liberticide, cette administration-là. Pour le cas des militants du MSC qui ont été arrêtés, Camille a dit tout à l'heure qu'il y avait une mesure d'interdiction du sous-préfet. Je ne sais pas si... en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de cette mesure-là, parce que cette manifestation, à mon sens, n'a pas été déclarée, parce que, évidemment, si elle avait été déclarée, les acteurs politiques concernés imaginent que, comme d'habitude, ou alors comme on a le plus souvent observé, elle aurait été tout simplement interdite. Mais ces manifestations et ces interdictions nous permettent de questionner
la volonté des acteurs politiques de trouver un cadre consensuel qui puisse permettre de décrisper les tensions qui sont en cours. Ça revient à poser les questions de fond comme le code électoral, comme ces lois de 90 qui pour certaines sont dépassées. Allez, on va évoluer. Non, je voulais dire à Donald Brice qu'il ne faut pas que nous donnions l'impression de faire un ping-pong de juridisme. Il évoque la loi de 90, mais en tout temps, il a eu le temps d'évoluer. On s'est retrouvé avec des dernières lois sur le terrorisme et sur la menace sur l'ordre public. Quand vous dites que vous ne savez pas s'il y a eu une manifestation, une autorisation de manifester, alors que vous savez très bien que en cette période, la manifestation, et d'ailleurs la loi le dit, que le sous-préfet doit, c'est le sous-préfet qui donne l'autorisation. Et même s'il estime que sur cette trajectoire, ce site, il y a des risques, il peut donner un autre site. Déclaration. Il y a un régime de déclaration. Mais quand on ne déclare pas, ça veut dire qu'on décide de se mettre systématiquement et carrément hors la loi soi-même. C'est-à-dire que les conséquences, qu'on n'aille pas dire que non, parce qu'on est en train de restreindre la liberté. La liberté a des limites. Parce qu'une liberté sans limite est une liberté dangereuse. Et pour les personnes qui sont en train de vouloir l'exprimer, et pour les autres. Alors, quid de ces personnes, sortons de ce ping-pong, quid de ces personnes interpellées aujourd'hui, abus, inquiétudes, que deviennent ou que devraient devenir ces personnes? Écoutez, les organismes internationaux spécialisés sur les questions de droits de l'homme observent tout cela, c'est sur la toile, c'est partagé. Ils lisent la presse. Demain, quand Amnesty va publier un rapport indiquant des éléments que nous sommes en train de relever là, on dira que c'est un complot pour la déstabilisation du Cameroun. Non, je voudrais aller dans le fond. Cette loi de décembre 2014 à laquelle fait référence Camille, c'est une loi qui existe, d'accord, sur le terrorisme, mais seulement questionnant, moi je suis légaliste, c'est-à-dire qu'il faut respecter les lois qui existent, mais vous savez qu'il y a des lois qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui en train de manifester, en l'occurrence les militants du MRC et d'autres qui soutiennent cette démarche-là, estiment que, comme disait Martin Luther King, lorsque un citoyen a affaire à des lois qui sont injustes, il a le droit de ne pas les respecter. Voilà, on va poursuivre. Camille, messieurs, Camille, allez, on va poursuivre avec la une de mutation qui s'intéresse donc à ce ping-pong, justement, entre Monseigneur Cléda et Monseigneur Barga. Le pouvoir qui est à la manœuvre, pense le journal Mutation, après donc la sortie de Monseigneur Cléda. Le journal pense que, choqué par les propos de l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale sur la présidentielle, l'ordre gouvernant suscite la réplique de l'archevêque de Yaoundé. On ne sait pas si c'est l'autre gouvernement qui a suscité, mais toujours que Monseigneur Barga, c'est quelqu'un qui est réputé ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il l'a dans sa bouche, il l'a démontré plusieurs fois. Et même face justement à certaines postures de Monseigneur Cléda. Moi je pense que si Monseigneur Cléda a organisé une conférence de presse et a donné son avis sur l'élection, on peut se demander s'il parlait au nom de la conférence épiscopale ou il parle en son nom propre. Parce qu'il a le droit de s'exprimer en son nom propre. Il a aussi, moi je pense que s'il doit parler au nom de la conférence épiscopale, il lui fallu qu'il réunisse avant cela la conférence pour dire que nous avons fait une déclaration. Or, tout laisse croire qu'en organisant cette conférence, il a donné son point de vue personnel. C'est pour ça que Monseigneur Barga, de son côté, donne aussi son point de vue. Mais seulement, il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui, qu'en donnant un avis contraire, il est en train de remonter les bretelles à son supérieur hiérarchique. Non, moi je ne pense pas. Je pense que ces deux prélats qui sont en train de s'aventurer sur un domaine qui n'est pas le leur, en réalité. Qui n'est pas le leur. Le leur, c'est de prêcher dans les églises, de prêcher la paix, d'amener les gens à se contrôler, d'amener les gens à revenir à de meilleurs sentiments. Parce que quand vous voyez, et vous le savez, Éric Martial Diomo, vous avez vu ces Camerounais de la diaspora qui ont interdit certains artistes qui ont chanté pour le DPC, ils leur ont interdit de concerts à l'étranger. Vous pensez que quand ça commence comme ça va aller jusqu'où? Moi je pense que quand c'est ces deux prélats, comme Monseigneur Barga, lui, dit que non, ce qu'il est en train de dire, moi je pense au contraire, on n'a pas à le censurer, on n'a pas estimé que c'est l'ordre qui lui a dit de dire. Voilà. Alors, le pouvoir à la manœuvre, selon vous, tel que pensé par mutation, Donald? Alors, retraçons la chronologie des faits. La sortie de Monseigneur Samuel Cléda date d'environ 2 semaines. Celle de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque de Yaoundé, date d'il y a 2 ou 3 jours. 2 jours. Il nous souvient que Monseigneur Samuel Cléda avait émis
gros doutes sur les scores obtenus par Paul Biya dans l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. L'extrême nord, il a obtenu 89% de suffrages valablement exprimés à la présidentielle du 7 octobre. Il estimait que dans cette région où la pauvreté est rampante, il était irrationnel qu'on puisse obtenir un score aussi stalinien. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la situation est celle que nous connaissons avec des violences chroniques. Il estimait que les taux obtenus, les scores trop élevés à son goût obtenus dans ces régions-là n'étaient pas explicables. Quelques jours après, on a vu l'archevêque de Yaoundé sur la radio et la télévision nationale, estimant qu'il fallait féliciter le chef de l'État réélu, que l'élection était derrière nous, qu'il fallait respecter les décisions, disait-il, du Conseil constitutionnel. On voit bien que il a été motivé, Monseigneur Jean Baga, par le politique à Yaoundé, qui dans ce cas précis, semble très gêné par la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, qui a par ailleurs offert une autre interview à une chaîne internationale. Non, c'est clair que ça a été suscité, la réaction de Monseigneur Jean Baga par l'ordre gouvernant pour essayer de contrecarrer la réaction de Monseigneur Samuel Cléda à Douala. Mais en tout état de cause, le peuple sait où se trouve la vérité. Monseigneur Samuel Cléda a l'envergure internationale, a la carrure, la personnalité réputée qu'on lui connaît. Face à Monseigneur Jean Baga, on a l'impression qu'il n'y a pas match. Voilà. pourtant, le match est là. S'il faut le dire ainsi, s'il faut utiliser votre expression, finalement, c'est l'Église catholique qui, d'une façon ou d'une autre, qui pourrait en pâtir. Non, même si c'est pas la première fois qu'on constate que les deux hommes aient des points de vue divergents. On dirait tout simplement qu'on peut dire que de façon triviale que deux hommes d'église se crêpent le chignon. Malgré le fait que Donald Briz estime que Monseigneur Cléda, il a une envergure internationale que l'autre n'a pas, ça ne peut pas le dispenser de dire des bêtises ou de dire des choses qui sont hors de propos. Mais c'est pour ça que je dis qu'il a dit maintenu, il dit que moi, je pense que j'estime que il est visible que l'autre dit que moi, je pense, il est visible que chacun a donné son opinion là-dedans. Et moi, cette opinion là-dedans, moi, je ne voudrais pas qu'on me demande, qu'on me parle de vérité. Et j'ai souvent renvoyer tous ceux qui parlent de vérité pour savoir où se trouve la vérité, pour savoir que même Jésus-Christ a été incapable de dire ce que c'est que la vérité. Lisez bien la Bible. Ponce Pilate lui a demandé il a dit qu'il veut rendre témoignage à la vérité. Ponce Pilate lui a demandé qu'est-ce que la vérité. Il n'a jamais répondu. Il faut le dire à la Bible. Donc moi je pense que quand on ne parle pas de vérité, mais nous sommes là devant deux hommes d'église qui ont pris chacun une posture personnelle. Et étant personnel, ce n'est pas parce que Monseigneur Cléda a une envergure internationale et l'autre n'en a pas. Tous les deux sont des évêques. Tous les deux sont des princes de l'église. Et moi je pense que autant Monseigneur Cléda peut estimer qu'il a des choses à dire. Pourquoi est-ce que vous estimeriez que lui, Monseigneur Cléda, n'a pas été instrumentalisé par l'opposition pour dire que